Ma belle-sœur a travaillé sans relâche pour tisser une toile d'intrigue juste pour détruire mon mariage. Au final, c'est mon propre mari qui a demandé le divorce, et 3 jours plus tard, je n'ai pas hésité une seule seconde. Une facture pour les frais de scolarité de son neveu dans une école privée d'élite s'élevant à des milliers de dollars est arrivée à mon adresse. Je l'ai ignoré ce soir-là. J'étais occupé à préparer le dîner moi-même, une grande portion de rôti de bœuf braisé avec une sauce épaisse, du poisson à la vapeur avec du gingembre et des ciboules, du brocoli sauté à l'ail, et le poulet aigre-doux que Tony demandait toujours. Tony était le fils de ma belle-sœur. Chaque fois qu'il venait, il était toujours affectueux et me demandait de cuisiner ce plat spécifique pour lui. Je suis resté devant la cuisinière pendant près de 2 heures, passant d'une poêle lourde à l'autre. L'odeur d'huile chaude mélangée à la vapeur me donnait l'impression de m'étouffer et j'avais des nausées. Je savais que quelque chose était différent dans mon corps ces derniers jours. Même l'odeur du poisson cru ou de l'huile me rendait malade, mais j'ai enduré. Je ne me suis pas plainte d'un poil. À la tombée du jour, ma belle-sœur Jessica est arrivée avec son fils. Elle avait l'habitude d'agir comme si la maison lui appartenait. Ainsi, en poussant la porte, elle a simplement jeté ses chaussures sur le sol, s'est étalée sur le canapé et a ouvert son téléphone pour regarder de courtes vidéos. Le volume était si fort que ma tête a commencé à me faire mal. Son rire strident et la musique hurlante du salon arrivaient jusqu'à la cuisine, se mêlant à la voix de ma belle-mère, Carole, qui était à la table à manger. Elle a pris une serviette, a essuyé ostensiblement un endroit parfaitement propre sur la table et a fait « Oh là là, c'est encore un peu collant ici ». Tout en regardant le sol, elle a ajouté « Jessica a mentionné qu'elle avait remarqué de la poussière dans le coin la dernière fois qu'elle est venue. » J'ai vérifié l'heure sur mon téléphone. Il était 17h40. Mon mari, Michael, rentrait généralement du travail vers 18h. Je me suis lavé les mains. J'ai disposé la nourriture sur les plats de service. J'ai installé les couverts. J'ai essayé de rendre la table plus spéciale que d'habitude. Je voulais que cette journée soit juste pour nous deux. Je prévoyais de lui annoncer après le dîner la nouvelle vie qui grandissait dans mon ventre. J'étais enceinte de 2 mois. La semaine dernière, lors de mon examen gynécologique, le médecin m'a dit que le rythme cardiaque du bébé était fort, que l'implantation était solide et que tout était en ordre. Sur le chemin du retour de la clinique, j'ai pleuré de joie. 7 ans de mariage ne voulaient pas dire que nous ne voulions pas d'enfants. C'était juste que chaque fois nos espoirs se terminaient par une déception. Cette fois, je voulais créer une atmosphère heureuse au dîner pour partager la bonne nouvelle avec lui. Mais Jessica est arrivée. Elle apparaissait toujours au moment les plus opportuns. Et parfois, je ne pouvais pas dire s'il s'agissait d'une coïncidence ou d'un calcul sournois. Chaque fois que mon mari et moi étions sur le point de discuter de quelque chose de personnel, que ce soit d'argent, de ma belle-mère ou de la planification d'un enfant, elle apparaissait inévitablement à la porte. L'atmosphère paisible se brisait immédiatement. Au moment même où j'ai posé le plat de poulet sur la table, Tony a tendu la main pour attraper un morceau. Jessica a immédiatement frappé la main de son fils avec un ton de discipline fin tout en me fixant du regard. « Attends que ton oncle arrive. Il doit y avoir des règles à la table à manger. » Après avoir dit cela, elle a elle-même attrapé une aile de poulet. Elle l'a fait tourner et a souri avec moquerie. Ça a l'air un peu brûlé. Probablement trop de sauce. Si c'était moi qui cuisinais, quelqu'un qui gagne un salaire à 6 chiffres, nous ne mangerions pas ce genre de nourriture, a-t-elle ricané. Je n'ai rien dit. Je suis juste retourné à la cuisine pour chercher la soupe. Dans cette maison, plus vous expliquez, plus vous vous rendez les choses difficiles. Si je disais un mot, Jessica le déformerait en 10. Si je réagissais, elle commencerait immédiatement à pleurer, énumérant tout ce qu'elle avait fait, ses épreuves, et combien il était difficile d'être une mère célibataire élevant un enfant seul. Ma belle-mère défendait instantanément sa fille, et Michael restait généralement silencieux. Et parfois, ce silence était plus épuisant que n'importe quelle réprimande. À 18h, la porte s'est ouverte. Michael est entré. Sa chemise était parfaitement repassée, ses cheveux étaient bien coiffés et il portait une légère odeur d'eau de Cologne coûteuse. Il allait avoir 35 ans cette année. Il occupait le poste de chef du département technique dans une grande entreprise informatique du centre-ville de Manhattan avec un excellent salaire. Pour tout le monde, c'était un homme accompli et responsable envers sa famille. Ma belle-mère se vantait auprès de tous ceux qu'elle rencontrait de la compétence de son fils et du fait que sa fille,
malgré un mariage raté, menait une vie confortable parce que son jeune frère l'aidait. Michael a salué sa mère et sa sœur. Il m'a jeté un bref coup d'œil et est allé à la salle de bain pour se laver les mains. Jessica l'a immédiatement suivi. Sa voix est devenue douce et suppliante comme pour déverser toute sa souffrance. Michael, je suis si contente que tu sois là. Ta femme a encore fait des achats compulsifs. Une livraison est arrivée cet après-midi. 3 énormes cartons. L'argent est difficile à gagner. Il ne pousse pas sur les arbres. Pourquoi doit-elle être si extravagante? Michael est sorti de la salle de bain, le front plissé. Il m'a regardé. Que as-tu acheté cette fois? J'étais sur le point de dire que c'était des choses pour ma grossesse, de la nourriture spéciale, des vêtements amples et des livres sur la maternité. Mais quand j'ai vu Jessica debout à côté de lui, les bras croisés, et ma belle-mère levant la tête, attendant ma réponse, j'ai avalé ces mots. J'ai juste acheté quelques nécessités. Quelle nécessité arrive dans 3 grands cartons, Harry Jessica? Tu restes juste à la maison. Tu ne travailles pas. Tes vieilles tenues d'intérieur et tes shorts sont bien assez bons. Ne sois pas si gaspilleuse. Je me suis tourné et les regardé droit dans les yeux. Peut-être parce qu'à ce moment-là, avec une vie en moi, je ne me sentais plus seul. Pour la première fois depuis longtemps, je ne voulais pas reculer. L'argent que j'ai dépensé était mon propre argent. Lorsque ces mots ont quitté ma bouche, un silence assourdissant est tombé sur la table. Jessica a été la première à réagir. Son visage s'est assombri. Vous avez tous entendu ça? Elle mange la nourriture de mon frère, vit dans la maison de mon frère, et a ensuite l'audace de dire que c'est son propre argent. Mon frère se tue au travail pour entretenir toute cette maison. Et toi, tu restes assise ici à te prélasser et à compter à qui appartient l'argent. Ma belle-mère a également posé son assiette. Sa voix était douce mais tranchante. Althea, ma chérie, ne sois pas si comptable. Quand on est marié, on devient une équipe. Il n'y a pas mon argent ou son argent. Il n'y a que notre argent. Tu devrais être heureuse d'être en mesure de contribuer à toute la famille. J'ai regardé Michael, espérant qu'il dirait au moins un mot juste. Une seule phrase aurait suffi pour dire que je n'avais jamais dépensé son argent pour des luxes. Depuis que nous étions mariés, c'était souvent moi qui couvrais les dépenses quotidiennes, d'autant plus que Jessica amenait toujours son fils ici pour manger et dormir. Les paiements pour les tuteurs, l'école, les assurances et d'innombrables autres coûts passaient tous entre mes mains. Mais Michael m'a juste regardé avec un regard froid et distant. Si tu parles comme ça, a-t-il dit, peut-être devrions-nous simplement divorcer. J'ai entendu cela et j'ai cru que j'étais devenue sourde. Le mot divorce a été prononcé si légèrement, comme s'il balayait simplement de la poussière de son épaule. À côté de lui, Tony a profité de l'occasion pour attraper un morceau de poulet frit et a commencé à manger gloutonnement. Jessica a eu un léger sourire narquois. C'était si rapide, mais je l'ai vu. Ma belle-mère a continué à trier son riz comme si de rien n'était, comme si cette phrase n'était qu'une conversation de dîner ordinaire. J'ai fixé l'homme que j'avais aimé pendant 10 ans et à qui j'étais marié depuis 7 ans. À l'époque où nous étions étudiants, il attendait sous la fenêtre de mon dortoir dès l'aube juste pour m'apporter des petits pains chauds. Ma famille était fermement opposée à notre relation parce que nous venions de milieux sociaux différents et mes parents craignaient que je ne fasse que souffrir si j'épousais un homme d'un autre État, mais je l'ai suivi à New York malgré tout. J'ai quitté un emploi stable dans ma ville natale. J'ai ignoré la colère de mes parents simplement parce que je croyais que cet homme m'aimerait jusqu'à la fin. Au cours de la première année de notre mariage, il a été vraiment merveilleux. Chaque week-end, nous mangions dehors. Lors des occasions spéciales, il n'oubliait jamais de me faire des cadeaux. Et quand nous retournions dans ma ville natale, il apportait toujours des présents pour mes parents. Tout a changé quand Jessica a été surprise en train d'avoir une liaison et que son mari l'a mise à la porte. Pour aggraver les choses, elle a perdu son emploi peu de temps après. Elle a emménagé temporairement chez nous, prétendant qu'elle avait besoin de temps pour guérir et se remettre sur pied. Depuis lors, elle était devenue un fardeau pour sa mère et son frère. Au début, cela devait durer quelques mois. Puis c'est devenu des années et elle a lentement détruit notre mariage, se plaignant à Michael que j'étais ingrate, que je regardais sa famille de haut, que je dépensais l'argent comme de l'eau et que je ne respectais pas sa mère. Une version de l'histoire répétée jour après jour jusqu'à ce que, sans s'en rendre compte, Michael commence à y croire.
J'ai posé ma fourchette sur la table. Ma voix était si calme que je m'en suis surprise moi-même. Un divorce, alors soit. Michael a pâli. Jessica a également levé la tête. Peut-être que personne dans leur famille ne s'attendait à ce que j'accepte l'offre si rapidement. J'ai déverrouillé mon téléphone et montré mon historique de commande en ligne à Michael. Regarde attentivement, une par une. J'ai acheté de la nourriture prénatale, des vêtements de maternité et des livres sur la garde d'enfants. Je suis enceinte de 2 mois. Le visage de Michael est devenu blanc. Ses lèvres tremblaient, mais il ne pouvait pas dire un mot. Mais Jessica a été la première à intervenir. Impossible. Tu mens pour empêcher ton mari de te quitter. Chaque fois qu'on parle de divorce, tu utilises ton ventre. Michael s'est tourné vers sa sœur et lui a dit faiblement de se taire, mais il y avait toujours du doute dans sa voix. Ma belle-mère a parlé lentement. Son ton était doux mais glacial. Si tu es vraiment enceinte, c'est une bonne nouvelle, mais ne l'utilise pas pour forcer la main de Michael. J'ai soudainement ri. Pendant tout le dîner, personne ne m'avait demandé si j'étais fatigué, si le bébé était en bonne santé ou si j'avais vu un médecin. La nouvelle de ma grossesse n'était pour eux qu'un outil de négociation. J'ai mis le téléphone dans ma poche et, en articulant clairement chaque mot, j'ai dit « Je ne force personne. Michael veut divorcer. Je suis d'accord. J'accoucherai de cet enfant et je l'élèverai seul. » Le front de Michael s'est plissé. « De quoi parles-tu? Si nous divorçons, pourquoi garderais-tu le bébé? Je t'ai déjà dit que j'élèverais l'enfant toute seule. » La pièce est tombée dans le silence pendant un moment, puis Jessica a éclaté d'un rire sonore. Son rire était aussi perçant que des aiguilles. « Super si tu es si brave. Vas-y, retourne chez tes parents et élève cet enfant. Mais ne t'avise pas de revenir ici en rampant pour demander pardon. » Je ne me suis plus disputé. Je suis allé directement dans la chambre. J'ai sorti une valise et j'ai empaqueté quelques vêtements, mes documents personnels, mes dossiers médicaux de grossesse et quelques objets de valeur. Après 7 ans de mariage, j'ai réalisé que j'avais très peu d'effets personnels dans cette maison. Quand j'ai traîné la valise dans le couloir, Jessica finissait le dernier morceau de poulet sur le plat. Tony tenait une canette de soda. Ma belle-mère finissait son verre de vin, et Michael était assis sur le canapé à fumer une cigarette. Personne ne m'a arrêté. Je me suis tenu près de la porte, j'ai mis mes chaussures et je me suis tourné vers Jessica. « Jessica, je t'ai dit qu'un jour tu le regretterais. » Elle a eu un sourire narquois. « Regretter de perdre la personne qui paie les factures? Vas-y. » Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert la porte et je suis sorti. Ce n'est que lorsque j'ai été dans l'ascenseur que j'ai remarqué que mes mains tremblaient. En bas dans le hall, j'ai réservé une voiture pour la gare routière de Port Authority. J'ai acheté un billet pour le dernier bus en direction de ma ville natale dans le nord de l'État de New York, où vivaient mes parents. Dans le bus, j'ai envoyé un message à Michael, « Prépare les papiers du divorce et envoie-les-moi. Je ne me battrai pas pour l'appartement. J'élèverai mon enfant seul. » Il a répondu très rapidement, « D'accord. » J'ai fixé l'écran pendant quelques secondes puis j'ai tapé une autre phrase, « Au fait, les frais de scolarité de Tony pour le semestre prochain s'élèvent à 15 000 $. Pendant toutes ces années, c'est moi qui les ai payés. À partir de maintenant, tu peux t'en charger. » Au bout de 3 minutes, l'écran du téléphone s'est allumé. Michael a demandé, « Que veux-tu dire ?» J'ai verrouillé l'écran et j'ai appuyé ma tête contre le siège. Derrière la vitre, les lumières de la ville s'effaçaient lentement derrière moi. C'est alors seulement, enfin, que mes larmes sont tombées. Non pas parce que j'espérais encore quelque chose, mais parce que j'ai enfin réalisé que pendant ces 7 années, ce que j'essayais de sauver n'était pas une famille, mais un abri temporaire qui dépendait entièrement de ma patience. Et quand cette patience s'est épuisée, il s'est avéré que c'était moi qui devais partir. Le bus est arrivé au terminus dans ma ville du nord de l'État vers minuit. La nuit était humide. Après une légère pluie, l'asphalte brillait sous les réverbères, et la brise à l'extérieur du terminus apportait une légère fraîcheur. J'ai traîné ma petite valise sur les marches. Au milieu de la foule calme, j'ai vu ma mère et mon père qui m'attendaient. Maman portait un gilet fin, ses mains serrant fermement la lanière de son sac à main. Papa se tenait à côté d'elle, le dos toujours aussi droit que jamais, mais ses cheveux avaient plus de blanc depuis la dernière fois que je étais venu à la maison.
Quand elle m'a vu, maman s'est précipitée. Son regard s'est posé sur ma valise, puis sur mon visage pâle, et s'est finalement arrêté sur mon ventre, comme si l'instinct d'une mère lui avait déjà tout dit. Avant que je ne puisse parler, elle n'a posé aucune question. Elle a simplement tendu la main et a pris ma joue dans sa paume. Sa main était chaude, mais elle tremblait. « Tu es à la maison, ma chérie. » Avec cette seule sentence, j'ai failli fondre en sanglots. Pendant 7 ans en tant que belle-fille, j'avais entendu assez de mots blessants, de reproches et de leçons sur la façon dont une femme devrait endurer. Mais j'avais oublié qu'il y avait un endroit dans ce monde où tout ce que j'avais à faire était de revenir. Et peu importait que j'ai raison ou tort, ils seraient toujours les premiers à m'ouvrir la porte. Mon père a pris ma valise. Sa voix était grave. « Allons à la voiture. Il est tard. » Sur le chemin du retour, la voiture est passée par des rues familières. La boulangerie du coin était fermée. La petite boutique près de mon ancienne école avait toujours la même enseigne. Les arbres à la porte de notre lotissement avaient tellement poussé que leurs branches frôlaient maintenant un côté de la route. J'ai regardé par la fenêtre et je me suis soudainement senti comme quelqu'un qui revient d'un très long voyage. Si long que ce n'est que lorsque vous revenez que vous comprenez que l'endroit que vous appeliez autrefois chez vous est le seul endroit où vous êtes autorisé à être faible. Maman s'est assise à côté de moi. Elle a essayé de demander quelque chose plusieurs fois mais s'est retenue. À la fin, elle a juste tenu ma main fermement. « Est-ce que toi et Michael vous vous êtes disputés ?» Je suis resté silencieuse pendant quelques secondes puis j'ai murmuré « Nous divorçons, maman. » Maman a pris une profonde inspiration. Les épaules de mon père, visibles lorsqu'il conduisait, se sont légèrement tendues, mais il ne s'est pas retourné. J'ai continué comme si j'avais peur que si je m'arrêtais, je n'aurais plus le courage de continuer. Je suis enceinte de 2 mois. Je veux avoir ce bébé. Si Michael n'en veut pas, je l'élèverai seul. Il est devenu si calme dans la voiture que je pouvais entendre le doux balayage des essuie-glaces sur le pare-brise. Maman a regardé par la fenêtre, essuyant le coin de ses yeux. Papa a ralenti et a dit d'une voix lourde mais très claire, « Dieu merci, tu es rentré à la maison. Nous réglerons tout le reste ensemble. » J'ai baissé la tête. Des larmes sont tombées sur le dos de ma main. Je m'attendais à entendre mon père me gronder, à ce que ma mère me réprimande pour ne pas les avoir écoutés à l'époque. Je pensais qu'il rappellerait comment il s'était opposé à Michael, que c'était mon choix. Et maintenant, je devais y faire face toute seule. Mais non, mes parents n'ont pas dit un seul mot qui me ferait souffrir davantage. Et pour cette compréhension, j'ai ressenti une immense dette de gratitude envers eux. Quand nous sommes arrivés à la maison, maman m'a emmené dans mon ancienne chambre. En 7 ans, elle n'avait presque pas changé, les rideaux fleuris, le bureau près de la fenêtre, la bibliothèque où se trouvaient encore quelques romans que je n'avais jamais finis à l'université. Maman avait déjà étendu des draps propres, et sur la table se trouvait une carafe d'eau chaude et quelques biscuits. Elle s'est arrêtée à la porte, m'a regardé et a dit doucement, « Ma chérie, si tu veux pleurer, tu pourras pleurer demain. Si tu veux parler, nous parlerons, mais pour l'instant, dors un peu. » J'ai hoché la tête. Maman a fermé la porte. Laissée seule dans la chambre, j'ai posé ma main sur mon ventre. Il était encore plat, sans forme évidente. Mais je savais qu'à l'intérieur, une vie se formait, dépendant de moi, petite mais forte. J'ai murmuré, « Mon cœur, nous sommes à la maison maintenant. » Le lendemain matin, j'ai été réveillé par l'odeur du bouillon de poulet venant de la cuisine. Maman avait préparé une soupe de poulet réconfortante avec du riz et des légumes frais. Elle a dit, « Les femmes enceintes qui voyagent tard le soir ne doivent rien manger de trop gras. » Papa était assis à la table à lire le journal. Quand il m'a vu descendre, il l'a plié. « Mange. Ensuite, je t'emmènerai chez l'avocat. » Je suis resté figé. « Tu as déjà un avocat ?» Papa m'a versé un verre d'eau chaude. J'ai regardé mon père et mon cœur s'est réchauffé. Mais en même temps, c'était étrange. Mon père avait toujours été un homme peu diffus, ne montrant jamais ouvertement son affection. Quand j'avais décidé d'épouser Michael, c'était lui qui s'y était le plus opposé. À l'aéroport avant que je ne m'envole pour New York, il n'avait dit qu'une seule phrase, « Si tu n'en peux plus, rentre à la maison. » À l'époque, j'étais en colère, pensant qu'il ne croyait pas en mon amour. Ce n'est que maintenant que je comprenais. Ce n'était pas une interdiction, mais une porte qu'il m'avait intentionnellement laissée ouverte.
Après le petit déjeuner, j'ai ouvert mon téléphone. 3 appels manqués de Michael, 5 messages de Jessica et un de ma belle-mère. Je n'avais pas lu les messages de Jessica, mais je pouvais deviner leur contenu. Et j'avais raison. Elle me traitait d'égoïste. Elle disait qu'au moindre problème, je courais chez mes parents et que j'avais délibérément saboté la famille de mon mari en révélant le problème des frais de scolarité de Tony. Le message de ma belle-mère était plus doux, mais chaque mot était comme une aiguille. En tant qu'épouse, tu devrais savoir endurer. La grandeur d'une femme se mesure à sa capacité à maintenir la famille unie. Pense au stress que cela va causer à tout le monde. Althea, un divorce désordonné est la dernière chose dont quiconque a besoin, surtout avec un bébé en route. Tu déchires cette famille pour de l'argent. J'ai fixé ce message pendant un long moment puis j'ai verrouillé l'écran. L'ancienne moi aurait sûrement donné des explications, aurait appelé pour s'excuser même si je n'étais pas en faute. Mais ce matin-là, assise dans la cuisine de mes parents, à écouter mon père laver des verres dans la cour et ma mère ramasser des légumes frais, j'ai soudainement réalisé que ces mots n'avaient plus le pouvoir de m'intimider. Vers 9 heures du matin, un coursier a appelé pour dire qu'un document avait été envoyé depuis New York. Je suis descendu pour signer. L'enveloppe portait le nom de Michael. À l'intérieur se trouvait un projet de renonciation à des droits et un accord de séparation qu'il voulait que je signe avant de demander le divorce. Je l'ai ouvert et plus je lisais, plus je me sentais froide. Il me demandait de quitter volontairement l'appartement, de ne pas chercher à obtenir une division des biens acquis pendant le mariage, de ne pas demander de pension alimentaire pour moi-même et de ne soulever aucune question d'argent dépensé pendant notre vie commune concernant notre futur enfant. Seule une phrase vague était écrite, les 2 parties discuteront de cette question à l'avenir. J'ai souri amèrement. Michael avait fait plus vite que ce à quoi je m'attendais. Hier soir, il avait lancé le mot divorce dans un accès de colère. Et ce matin, il m'avait déjà envoyé des papiers à signer, comme s'il attendait cette opportunité depuis longtemps. J'ai apporté les documents dans la maison. Le visage de papa s'est assombri après les avoir lus. Maman a claqué un verre d'eau sur la table. Pour qui te prend-il? Althea? Oui, mon nom est Althea, le nom que mes parents m'ont donné en espérant que leur fille grandirait pour être noble, instruite et respectueuse. J'avais vécu selon les règles de la bonne conduite pendant si longtemps que les autres commençaient à penser que je ne pouvais pas ressentir la douleur. Le jour même, après le déjeuner, j'ai rencontré l'avocate. Elle s'appelait Maître Davis. Elle avait la quarantaine, était menue, mais avec un regard très aiguisé. Elle a lu le projet d'accord, puis a levé la tête et m'a regardé. Votre mari a fait cela pour s'assurer que vous partiez sans rien. Mais la loi ne fonctionne pas sur la cupidité d'une seule personne. Il essaie de vous piéger pour que vous renonciez à vos droits. Maître Davis a dit que comme nous n'avions pas de contrat de mariage selon la loi de l'État, nos biens acquis étaient soumis aux lois sur le patrimoine conjugal. De plus, vous avez parfaitement le droit de récupérer tout l'argent de vos économies personnelles que vous avez dépensées pour les obligations de sa famille, plus toute augmentation correspondante de la valeur des biens. Vous avez le droit entier de réclamer une part de cela. Et concernant le futur enfant, la pension alimentaire est son droit légal. Vous ne pouvez pas renoncer aux droits de votre enfant simplement par fierté. J'ai baissé la tête. Je veux juste ne plus avoir aucun lien avec lui. Maître Davis a parlé doucement. Parce que vous voulez que cela se termine rapidement, tout doit être clair. Être gentil ne signifie pas laisser les autres prendre ce qui vous revient de droit. Vous avez assez souffert. Il est temps de vous protéger et de protéger votre enfant. Je suis tombée silencieuse. Puis j'ai ouvert mon sac et j'ai sorti une petite clé USB et une pile de documents imprimés. C'étaient les choses que j'avais secrètement rassemblées au cours des 3 dernières années, les reçus pour les frais de scolarité de Tony, les chèques pour l'assurance médicale de Jessica, les relevés bancaires des virements mensuels à ma belle-mère. Les captures d'écran de conversation où Jessica empruntait de l'argent et ne le rendait jamais, et même des messages privés où elle disait que mes économies ne feraient que gâcher si je ne les dépensais pas. Maître Davis a feuilleté les pages, une pointe de surprise dans les yeux. Depuis combien de temps rassemblez-vous cela? Depuis le jour où Jessica a dit pour la première fois à Michael que j'étais juste une parasite dans sa famille, ai-je répondu. À l'époque, je ne pensais pas à poursuivre. Je voulais juste que s'il voulait un jour m'écouter, je puisse prouver que je n'étais pas ce qu'il disait. Maître Davis m'a regardé pendant un long moment. Sa voix est devenue plus chaleureuse. Dans ce cas, nous utiliserons tout cela non pas pour la vengeance,
mais pour remettre la justice à sa place légitime. J'ai hoché la tête. En quittant le bureau de l'avocate ce soir-là, j'ai reçu un appel de Michael. Je n'ai pas répondu. Il a rappelé puis a envoyé un message, « Que faisons-nous pour le paiement de l'école de Tony ?» L'administration a envoyé un avis à mon bureau. Ne me mets pas dans une situation aussi embarrassante. Je me tenais sous les arbres en fleurs à l'extérieur du bureau, regardant les feuilles tomber sur le trottoir, et j'ai répondu brièvement, « À partir de maintenant, payer pour le fils de ta sœur est ta responsabilité. » J'avais l'habitude de payer par bienveillance en tant que famille. Maintenant que cette bienveillance a disparu, c'est à toi de gérer. Cette fois, Michael n'a pas répondu immédiatement. Peut-être faisait-il le calcul. Peut-être que pour la première fois, il voyait le chiffre de dizaines de milliers de dollars devant lui et réalisait que pendant toutes ces années, ce qu'il considérait comme mon obligation était en fait bâti sur le sang, la sueur et les larmes de ma famille. Ce soir-là, maman m'a apporté un verre de lait chaud dans ma chambre. Elle s'est assise sur le bord du lit et a caressé mes cheveux tout comme quand j'étais une petite fille. « Althea, maman n'a pas peur que tu divorces. Ce dont j'ai peur, c'est que tu continues à souffrir parce que tu as peur de ce que les autres diront. » J'ai appuyé ma tête sur l'épaule de ma mère. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je ne me sentais pas seul. Quelque part à New York, Michael était probablement furieux. Jessica criait probablement que j'étais ingrate. Ma belle-mère se plaignait probablement aux parents de mon impudence. Mais ici dans mon ancienne chambre, ma mère était à côté de moi. Mon père organisait silencieusement tout pour moi. Et l'enfant dans mon ventre me rappelait que ma vie ne s'arrêtait pas à un mauvais mariage. Cette nuit-là, je n'ai pas pu m'endormir tout de suite. Allongé dans mon lit familier, j'ai fixé le plafond où une petite fissure existait encore depuis mes années de lycée. Je me suis soudainement senti plus légère. Non pas parce que tous les problèmes étaient résolus, mais parce que je n'avais plus à me forcer à être aimé de qui que ce soit. Dire ces sentiments à voix haute pourrait sembler égoïste, mais seul quelqu'un qui s'est réprimé jusqu'à en oublier qu'il est peut comprendre à quel point il est précieux de pouvoir enfin respirer librement. Le téléphone à côté de mon oreiller a vibré quelques fois. Je n'avais pas besoin de regarder pour savoir qui appelait. Michael a rappelé 2 fois de plus puis a abandonné. Un court message a suivi, il n'est pas nécessaire d'en faire une montagne. Nous pouvons parler de tout. J'ai fixé ces mots pendant un long moment. Dans le passé, chaque fois qu'il disait que nous pouvions parler, c'était toujours moi qui cédais. Je parlais, il écoutait, mais il choisissait toujours de croire les autres. Maintenant que je ne voulais plus parler, il abordait soudainement l'idée de parler. Certaines choses arrivent simplement trop tard, et toute conversation serait trop tardive également. Je n'ai pas répondu. J'ai éteint le téléphone et j'ai posé ma main sur mon estomac. Le bébé ne coupait pas encore, mais je pouvais sentir sa présence comme un fil solide me ramenant à la réalité. J'ai murmuré si doucement que c'était presque pour moi-même, « Maman ne te laissera pas vivre dans ces conditions. » Le lendemain, je suis retourné avec mon père au bureau de l'avocate. Maître Davis avait préparé notre réponse à la demande de divorce. Elle m'a expliqué chaque point concernant mes droits légaux et les obligations légales de Michael auxquelles il ne pouvait échapper. « Légalement, vous devez rester ferme, » a-t-elle dit, son ton calme mais certain. J'ai hoché la tête. Les mots étaient logiques, mais pas si faciles à accepter. Pendant 7 ans, j'étais habitué à m'effacer. J'étais habitué à penser que dans une famille, il ne devait pas y avoir de petits calculs, mais en fin de compte, parce que je ne comptais pas, ils ont supposé que tout leur appartenait. Maître Davis a ouvert son ordinateur portable et m'a montré la liste des dépenses que je lui avais données. Chaque chiffre apparaissait sur l'écran, clair, froid et sans émotion, mais il faisait battre mon cœur plus vite, le montant des frais de scolarité de Tony chaque année, le soutien mensuel pour ma belle-mère, les paiements d'assurance pour Jessica, l'argent pour les courses, les réparations de l'appartement, les traitements médicaux. Tout cela s'ajoutait à une somme que je n'avais jamais essayé de calculer. Vous avez dépensé plus de 40 000 $ de votre propre argent en 7 ans, a dit Maître Davis. Et pendant ce temps, vous n'aviez presque aucun revenu personnel. Tout cela provenait de vos économies personnelles avant votre mariage. Et c'est l'argument principal. J'ai fixé ces chiffres et dans mon esprit, chaque événement s'est rejoué. Quand Tony est entré au CP, Jessica a pleuré en disant qu'elle n'avait pas d'argent pour la compte de l'école. Je le lui ai envoyé.
Quand ma belle-mère s'est plainte de maux de dos et avait besoin d'argent pour de l'acupuncture, je lui ai donné du supplément. Quand Michael disait que nous devions économiser davantage pour rembourser l'hypothèque plus rapidement, j'hésitais encore plus à toucher à son argent. Quand je faisais tout cela, je le considérais comme un devoir naturel d'épouse. Qui aurait pensé qu'en fin de compte, cet acte naturel deviendrait la preuve la plus claire de l'injustice que j'avais subie. Cet après-midi-là, quand je suis rentré à la maison, le téléphone a sonné à nouveau. Le nom de Michael est apparu sur l'écran. J'ai hésité un instant, mais j'ai quand même répondu. « Où es-tu » a-t-il demandé. Sa voix était plus douce qu'hier. « Chez mes parents. J'ai besoin de te parler. Vas-y. » Il y a eu un silence à l'autre bout. Puis Michael a soupiré. « À propos de l'école de Tony. Peux-tu m'aider une dernière fois ? C'est toujours toi qui t'en occupais. Tu as tout abandonné d'un coup. Jessica ne peut pas trouver ce genre d'argent comme ça. » J'ai eu un léger sourire, mais il n'y avait aucune joie dans ce sourire. « Michael, laisse-moi te demander quelque chose. Durant ces 7 années, as-tu une seule fois demandé d'où venait l'argent pour l'éducation de Tony ? » Il est tombé silencieux. « Tu savais juste que je m'en occupais et tu considérais cela comme mon obligation. Maintenant que j'ai arrêté de payer, tu ressens soudainement la pression. » « Ce n'est pas que je ne savais pas, » a répondu Michael nerveusement. « Je pensais juste que c'était une affaire de famille, n'est-ce pas ? » « Une affaire de famille, ai-je répondu. Mais je faisais aussi partie de cette famille. Et quand Jessica m'a traité de parasite, tu es resté silencieux. Quand ta mère m'a traité de gaspilleuse, tu es resté silencieux jusqu'au moment où j'ai dit que je dépensais mon propre argent, et là tu as demandé le divorce. Le silence a régné à nouveau à l'autre bout. Je n'ai pas attendu plus longtemps. Quant aux affaires de Tony, vous pouvez vous en charger à partir de maintenant. C'est ton neveu, pas ma responsabilité. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse parler. Mes mains tremblaient légèrement, mais mon esprit était complètement calme. Peut-être que lorsqu'une personne dit enfin ce qu'elle reboit depuis si longtemps, elle n'a plus peur. Le même jour, ma mère m'a emmené au supermarché. Elle a soigneusement sélectionné chaque produit, du lait et des légumes frais jusqu'à des vêtements d'intérieur amples. Chaque fois qu'elle me regardait, son regard devenait plus chaleureux comme si elle voulait rattraper les années où elle n'était pas à mes côtés. « Envisages-tu de rester ici pour de bon ?» a demandé maman. « Oui, maman. J'accoucherai ici. » Maman a hoché la tête, ne posant plus de questions, mais je savais qu'elle pensait à beaucoup de choses, se retenant de peur de me mettre de la pression. Mais toute son inquiétude se montrait dans ses petits gestes d'attention. Ce soir-là, mon père m'a appelé dans le salon. Il a posé un petit livret d'épargne devant moi. C'est le compte d'épargne que ta mère et moi avons ouvert pour toi à l'époque où tu t'es marié. Je voulais te le donner alors, mais tu as refusé de le prendre. Maintenant, prends-le. J'étais stupéfaite. Papa, je n'en ai pas besoin. J'ai encore mon propre argent. Papa a secoué la tête. Ce n'est pas seulement pour toi. C'est pour ton enfant aussi. Ta mère et moi vieillissons. Nous ne pouvons plus beaucoup aider, mais au moins tu devrais avoir un coussin financier. J'ai pris le livret, mes mains tremblant. Pour la première fois, j'ai clairement senti que je n'avais pas tout perdu. J'avais perdu mon mariage, mais j'avais encore ma famille, un enfant dans mon ventre, et moi-même. Allongé dans mon lit cette nuit-là, à écouter le son lointain du vent venant de la mer, l'écran du téléphone s'est allumé à nouveau. Cette fois, ce n'était pas Michael, mais un numéro inconnu. J'ai ouvert le message, « Altia, tu es parti chez tes parents sans même me le dire. Ça va trop loin. » C'était Jessica. Je l'ai lu et n'ai pas répondu. Une seconde plus tard, un deuxième message est arrivé, « Tu penses qu'un divorce va tout résoudre ? Tu penses avoir gagné ? N'oublie pas, tu es toujours une belle fille dans notre famille. » J'ai regardé l'écran et j'ai éteint le téléphone. Il y a des gens qui, même après que vous avez quitté leur vie, essaient toujours de vous ramener avec des fils invisibles. Mais cette fois, je ne les laisserai pas me tirer. J'ai posé ma main sur mon estomac et j'ai fermé les yeux. Derrière la vitre, le vent fredonnait en synchronie avec la respiration de ma propre ville natale. Je savais qu'il y avait encore beaucoup à faire, de nombreux jours difficiles à venir et des confrontations inévitables. Mais d'une manière ou d'une autre, à partir de maintenant, j'ai choisi d'être de mon propre côté, et je ne regarderai pas en arrière.
Les jours suivants se sont écoulés sans le scandale que je craignais. Personne n'est venu chez nous pour faire une scène. Pas de cris, pas de bagarre comme les histoires qu'on entend souvent de la part des connaissances. Tout s'est passé dans le silence. Et ce silence m'a fait comprendre que lorsque le cœur d'une personne devient froid, tout peut s'effondrer complètement et sans préavis, même sans mots durs. J'ai commencé à m'habituer au rythme de la vie chez mes parents. Le matin, je me réveillais avec maman. Nous allions au marché choisir des légumes frais et du poisson. L'après-midi, je l'aidais à cuisiner. Et le soir, je restais assise dans ma chambre à lire des livres et à noter ce qui devait être préparé pour l'arrivée du bébé. Des choses qui me semblaient si ennuyeuses auparavant me procuraient maintenant un sentiment profond de paix. Mon ventre a commencé à s'arrondir légèrement. Chaque fois que je me regardais dans le miroir et voyais ces petits changements, mon cœur se remplissait d'une joie tranquille. Ce bébé grandissait chaque jour, ignorant l'agitation du monde des adultes. Il ne savait pas que ses parents se séparaient. Il ne savait rien des disputes hors de cette maison. Tout ce qu'il savait, c'était dépendre de moi pour la vie. En pensant à cela, j'ai compris que je devais être plus forte. Un après-midi, alors que j'étais assise à calculer les dépenses estimées pour les mois à venir, mon père m'a appelé dans le salon. Sur la table se trouvait une grande enveloppe. Mon nom était écrit dessus. J'ai immédiatement reconnu l'écriture de Michael. Il a dû envoyer d'autres documents, a dit papa d'une voix neutre. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur ne se trouvait pas un nouveau projet d'accord, mais un épais dossier de documents portant le sceau du cabinet d'avocats que Michael avait engagé. J'ai parcouru les pages. L'essence était toujours la même, mais cette fois-ci, quelques points plus détaillés avaient été ajoutés, notamment une clause stipulant qu'en cas de retard délibéré dans la procédure de divorce ou de dépôt de demandes injustes pour la division des biens, le côté du mari envisagerait la possibilité de déposer une contre-plainte. J'ai arrêté de lire, non pas parce que j'étais surprise, mais parce que maintenant je pouvais voir le vrai caractère de Michael plus clairement. Il n'était plus l'homme qui m'attendait sous la fenêtre de mon dortoir. Maintenant, il était dans la position de quelqu'un prêt à défendre ses intérêts par tous les moyens, même si cela signifiait faire de moi son ennemi. Ma mère, debout à côté de moi, a jeté un coup d'œil à quelques pages et a secoué la tête. Il essaie délibérément de te mettre de la pression, ma chérie. Mon père est resté silencieux puis a parlé. Plus il te met de la pression, plus nous devons suivre strictement la loi. Ils ne te laisseront pas sans rien. J'ai hoché la tête. Le lendemain, j'ai apporté les documents à Maître Davis. Elle les a étudiés attentivement et a posé les papiers sur la table. Il essaie de vous mettre de la pression émotionnelle, a-t-elle dit. Mais tant que nous avons des preuves suffisantes, ils ne peuvent rien faire. Je veux juste que cela ne s'éternise pas, ai-je admis honnêtement. Je veux juste que ce soit terminé. Parce que vous voulez que cela se termine rapidement, nous devons être prudents. Michael pense que vous allez faiblir. Si vous reculez, ils attaqueront. Si vous restez ferme, ils devront s'adapter. J'ai réfléchi un moment et demandé, quelle est notre prochaine étape? Nous allons préparer notre propre requête en divorce, a-t-elle répondu fermement. J'ai été déstabilisé par ces mots. Tout ce temps, j'avais été la partie réactive, attendant toujours que les autres fassent un geste avant de trouver un moyen de répondre. C'était la première fois que je devais être proactive. J'ai hoché la tête. D'accord, faisons-le. Ce soir-là, je m'en suis assise avec mes parents et je leur ai expliqué la situation. Papa n'a pas posé beaucoup de questions. Il a juste écouté et hoché la tête de temps en temps. À la fin, il n'a dit qu'une seule sentence, agis conformément à la loi. N'aie pas peur. Maman a tenu ma main. Sa voix était douce mais ferme. Tu n'es plus seule. Ces deux phrases ont suffi à me faire me sentir forte. 2 jours plus tard, la requête a été officiellement déposée auprès du tribunal. Elle comprenait la demande de dissolution du mariage, le partage des biens matrimoniaux conformément à la loi, et l'établissement des obligations de pension alimentaire après la naissance du bébé. De plus, Maître Davis a demandé au tribunal de considérer les dépenses que j'avais effectuées pendant le mariage à partir de mes fonds personnels comme une base pour la division des actifs. Après avoir déposé la requête, je suis resté à l'extérieur du palais de justice à regarder les gens passer. Je ne me sentais pas aussi lourde qu'avant. Je savais qu'à partir de ce moment, un nouveau chapitre avait commencé. Ce n'était plus un conflit familial interne qui pouvait être résolu à huis clos,
mais une affaire qui devait être examinée par le tribunal. Cet après-midi-là, Michael a appelé. J'ai répondu. Tu as déposé une plainte, a-t-il demandé directement. Oui. Il y a eu un silence à l'autre bout. Altia, ce que tu as fait dépasse toutes les bornes. J'ai ri amèrement. Où exactement cela a-t-il dépassé les bornes? Pourquoi faut-il porter les problèmes familiaux devant les tribunaux? Que vont dire les gens? Peu importe ce que disent les gens, ai-je répondu lentement. Ce qui importe, c'est... Michael a soupiré. Je t'ai dit que nous pouvions parler. Tu m'as envoyé un projet d'accord dans lequel tu me demandais de partir sans rien. C'est ce que tu appelles parler? Il n'a pas répondu immédiatement. Après un moment, il a dit, je pensais juste que c'était le moyen le plus simple. Simple pour toi, ai-je répondu. Mais pas pour moi. Le silence a régné à nouveau. J'ai compris que des choses commençaient à entrer dans son esprit qui n'y avaient jamais été auparavant. Mais c'était trop tard. Dois-tu vraiment pousser les choses aussi loin, a-t-il demandé d'une voix lourde. Dès le moment où tu as prononcé le mot divorce, c'était déjà allé trop loin, ai-je répondu. J'ai raccroché. Cette fois, mes mains ne tremblaient pas. Les jours suivants, la citation à comparaître du tribunal est arrivée. Dans le même temps, j'ai commencé à recevoir des appels des proches de Michael. Certains me conseillaient d'être plus patiente. Certains disaient que je faisais toute une histoire pour peu de choses. L'un d'eux m'a même accusé de ruiner le bon nom de mon mari. J'ai écouté mais n'ai pas réagi. Dans le passé, j'aurais pu douter de moi-même à cause de ces mots, mais maintenant j'avais appris que la réputation des autres ne devait pas être placée au-dessus de votre propre vie. Un soir, alors que je me préparais à me coucher, maman m'a apporté un verre de lait chaud. Elle s'est assise sur le bord du lit, m'a regardé et a demandé, « As-tu peur, ma chérie ?» J'ai réfléchi un moment et secoué la tête. « Non, maman. J'ai juste des regrets. » Des regrets sur quoi? D'avoir été aveugle si longtemps. Maman a soupiré et a doucement frotté mon dos. C'est une bonne chose que tu te sois réveillé. Beaucoup de gens passent toute leur vie sans comprendre. J'ai regardé ma mère et je me suis soudainement sentie plus légère. Oui, j'avais perdu 7 ans, mais au moins je n'avais pas perdu toute ma vie. Cette nuit-là, j'ai dormi à poing fermé. Dans mon rêve, je me voyais debout devant une porte. Derrière elle se trouvait le passé, plein de scandales et de fatigue. Devant se trouvait un chemin qui n'était pas encore clair, mais la lumière au-dessus était très douce. J'ai fait un pas en avant, sans regarder en arrière. Le lendemain, je me suis réveillé plus tôt que d'habitude. Le soleil se levait lentement dehors, et la brise marine apportait une odeur salée distincte. Je suis resté devant le miroir pendant un long moment à me regarder. Le visage était toujours le même, mais le regard avait changé. Ce n'était plus le regard de quelqu'un qui essaie toujours d'être aimé de tout le monde. C'était le regard de quelqu'un qui commence à apprendre à se choisir elle-même. J'ai posé ma main sur mon ventre et j'ai eu un léger sourire. Nous allons bien m'en sortir. Les préparatifs de la médiation préalable au procès se sont poursuivis à un rythme lent mais tendu. À l'extérieur, ma vie ressemblait à la vie ordinaire d'une femme enceinte, des repas réguliers, des visites chez le médecin, des promenades occasionnelles avec maman au marché. Mais à l'intérieur, je comprenais que j'approchais d'une ligne. Une fois franchie, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Un matin, lorsque la convocation pour la date de l'audience est arrivée, je suis resté à la porte de la maison pendant un long moment. La lettre était mince, mais elle semblait incroyablement lourde. Je m'étais préparé à cela, mais en tenant le papier, j'avais quand même une boule dans la gorge. Non pas par peur, mais parce que maintenant tout était devenu si réel, et je ne pouvais plus faire comme si rien ne se passait. Maman a remarqué mon état et s'est approchée, demandant doucement, « Tu pars demain ?» Oui, maman. Maman a hoché la tête et a dit comme pour se calmer elle-même, « Il n'y a rien à craindre. » Demain, dis juste la vérité. Ceux qui ont raison n'ont rien à craindre. J'ai souri, mais mon cœur était toujours lourd. Le courage dont parlait maman était le résultat de ces longues années de vie juste et honnête, et je savais que je n'étais pas en faute, mais je devais quand même faire face au regard et au jugement des autres. Cette nuit-là, j'ai appelé Maître Davis pour clarifier les détails. Elle m'a écouté et a dit très clairement, « Demain, c'est juste une audience, pas le procès lui-même. Mais vous devez être préparé.
Il pourrait utiliser diverses méthodes pour vous forcer à vous adoucir. Rappelez-vous d'une chose, vous n'avez pas besoin de les vaincre. Vous avez juste besoin de ne pas être vaincu par vous-même. Je suis tombée silencieuse puis j'ai répondu, je comprends. Après avoir raccroché, je suis restée assise seule dans ma chambre, mes mains reposant sur mon ventre. Le bébé avait commencé à faire sentir sa présence, non pas par des coups, mais par le fait même de son existence. Chaque décision que je prenais maintenant n'était plus seulement pour moi. Le lendemain, mon père m'a conduite au tribunal. Pendant tout le trajet, il est resté silencieux. Juste avant que je ne sorte de la voiture, il n'a dit qu'une seule sentence, « Reste calme ». J'ai hoché la tête, j'ai pris une profonde inspiration et je suis entré dans le bâtiment. Le cabinet du juge était petit, une longue table, quelques chaises et une fenêtre donnant sur l'arrière-cour. Je suis arrivé 5 minutes en avance. Après m'être assise, j'ai senti mes mains devenir froides, mais mon pouls était régulier. Environ 5 minutes plus tard, Michael est entré. Il portait une chemise blanche et un pantalon. Il avait toujours l'air soigné, mais son visage semblait fatigué. Derrière lui sont entrées Jessica et Carol. Quand elle m'a vu, Jessica a eu un léger ricanement, et Carol m'a juste jeté un coup d'œil et s'est immédiatement détournée. Michael s'est assis en face de moi. Il m'a regardé pendant quelques secondes, puis a baissé les yeux. « Tu as maigri » a-t-il dit doucement. Je n'ai pas répondu. Je ne savais pas comment réagir à ces mots. Certaines phrases, lorsqu'elles sont dites au mauvais moment, perdent tout leur sens, même si elles sont sincères. Le juge est entré et a commencé à lire l'essence de la requête et les demandes des deux parties. Tout était conforme au protocole, rien d'inattendu. Quand ce fut notre tour, Maître Davis s'est levé. Sa voix n'était pas forte, mais elle était incroyablement persuasive. Ma cliente, Althea, pendant 7 ans de mariage, a non seulement accompli toutes les tâches ménagères, mais a également utilisé ses fonds personnels pour payer une part importante des dépenses de la famille. Nous avons des preuves concrètes pour chaque paiement. Par conséquent, nous demandons au tribunal de prendre pleinement en considération sa contribution financière dans le partage des biens matrimoniaux. Elle a remis au tribunal des copies des relevés bancaires. Une par une, j'ai regardé ces chiffres sans émotion. J'avais accepté le fait que ce que j'avais autrefois donné de plein gré devait maintenant être examiné avec justice. C'était au tour du côté de Michael. Son avocat s'est levé et a présenté ses objections. Il a parlé pendant longtemps. L'essentiel était que la majorité des revenus de la famille venait de Michael et que j'étais simplement une gestionnaire financière. Selon lui, les dépenses que j'avais effectuées étaient volontaires. J'ai écouté sans interrompre. Je savais qu'au tribunal, chacun a sa propre version. Ce qui importait n'était pas de savoir qui parlait le plus, mais qui avait des preuves. Lorsque le juge m'a interrogé directement, je me suis levé. Ma voix est restée stable. Pendant notre mariage, je n'avais pas de revenus stables parce que j'ai quitté mon emploi pour rejoindre mon mari à New York. Cependant, j'avais des économies personnelles avant notre mariage et une grande partie des dépenses de la famille provenait de là. Je ne nie pas le revenu de mon mari, mais je ne suis pas d'accord pour que tous mes efforts et mes investissements soient dévalorisés. Après mes mots, il y a eu un silence dans la salle. Je n'ai pas regardé Michael, mais je pouvais physiquement sentir son regard. Quand il s'est agi de la question de l'enfant, la tension a augmenté. Le juge a posé des questions sur la pension alimentaire. Michael a hésité un moment puis a dit, à propos de l'enfant ? Nous pourrons en parler un autre jour. J'ai secoué la tête. Il n'est pas nécessaire d'en parler un autre jour. J'accoucherai de lui et je l'élèverai. Tu as l'obligation de payer une pension alimentaire conformément à la loi. Jessica a ri amèrement. Tu parles comme si tu étais sûr à 100% que c'est l'enfant de mon frère. Cette phrase a fait taire tout le monde dans la pièce. Je l'ai regardé droit dans les yeux, sans détourner mon regard. Jessica, tu devrais faire plus attention à tes mots. Michael s'est tourné vers sa sœur, sa voix basse mais claire, ça suffit. C'était la première fois de toute l'audience qu'il me défendait vraiment devant sa sœur, mais je n'ai rien ressenti. Si cette phrase avait été dite des années plus tôt, l'histoire aurait pu être différente. L'audience a duré près d'1 heure, mais aucun accord n'a été trouvé. Le juge a décidé que l'affaire passerait à un procès formel. Alors que je me levais pour partir, j'ai ressenti un léger sentiment de soulagement.
Non pas parce que le problème était résolu, mais parce que je n'avais pas reculé. Dans le couloir, Michael m'a appelé, Althia. Je me suis arrêté et je me suis tourné. Je veux te parler. Sérieusement. J'ai regardé ma montre et j'ai hoché la tête. Nous sommes allés dans un coin calme du couloir. Veux-tu vraiment porter cela devant le tribunal, a-t-il demandé. Je l'ai déjà porté, ai-je répondu. Il est tombé silencieux. Puis il a dit doucement, je ne m'attendais pas à ce que cela tourne comme ça. J'ai regardé vers lui et il y avait un sentiment étrange, difficile à expliquer dans ma poitrine. Ce n'était ni du ressentiment ni un reste d'amour. Comment t'attendais-tu à ce que cela tourne? Michael ne pouvait pas répondre. Peut-être pouvons-nous simplement oublier l'argent, a-t-il continué, son ton baissant. Séparons-nous simplement à l'amiable. J'ai lentement secoué la tête. J'ai oublié l'argent pendant 7 ans. Cette phrase n'a pas été dite fort, mais elle a suffi à mettre fin à la conversation. Je me suis tourné et suis parti. Cette fois, je ne l'ai pas entendu m'appeler. À l'extérieur du palais de justice, j'ai vu mon père. Il n'a rien demandé, m'a juste regardé comme pour s'assurer que j'allais bien. J'ai souri. Ça s'est bien passé, papa. Il a hoché la tête et m'a ouvert la porte de la voiture. Sur le chemin du retour, j'ai regardé par la fenêtre. La ville était toujours la même. Les gens se pressaient toujours pour leurs affaires. Les voitures roulaient. Rien n'avait changé. Seul moi avait changé. J'ai posé ma main sur mon ventre et j'ai fermé les yeux. Ce combat n'était pas terminé, mais je n'avais plus peur. Après la médiation ratée, tout est entré dans une phase nouvelle, plus claire et plus froide. Il n'y avait plus de place pour les amabilités ou les mots pour sauver les apparences. Tout ce qui restait, c'était des documents, des sceaux et des calendriers fixés. Je réalise qu'une fois qu'un mariage atteint le tribunal, ce n'est plus l'histoire de 2 personnes, mais une affaire où le vrai et le faux sont pesés sur la balance de la justice, non de l'émotion. En attendant le premier procès, je n'ai reçu presque aucun appel ni message de Michael. Ce silence m'a fait comprendre qu'il avait choisi sa propre façon de gérer la situation. Peut-être en préparant des documents, en consultant son avocat, ou simplement en se convainquant de son bon droit. Pendant ce temps, j'ai maintenu un rythme de vie régulier. Chaque matin, je me promenais, respirant l'air frais. Le médecin m'avait conseillé de faire de l'exercice léger pour le bébé. Parfois, ma mère me rejoignait pour me raconter des histoires sur les voisins ou se souvenir de mes bêtises d'enfance. Ces conversations simples me réchauffaient l'âme comme un fil invisible, me tirant d'un passé lourd. Un matin, après être rentré de la clinique, j'ai répondu à un appel d'un numéro inconnu. À l'autre bout se trouvait la voix d'une femme âgée. Puis-je parler à Althia? Oui, c'est elle. C'est la tante de Michael. Je ne veux pas m'immiscer dans vos problèmes, mais j'ai entendu dire que tu avais porté l'affaire devant les tribunaux. Cela ne semble pas bien. Un mari et une femme devraient résoudre leurs problèmes au sein de la famille. Lorsque vous étalez vos différends en public, vous ne pouvez plus vous regarder en face. J'ai été un instant stupéfaite mais j'ai répondu calmement, oui, ma tante, je comprends, mais il y a des problèmes qui, s'ils ne sont pas clarifiés, ne se termineront jamais. Toi, en tant que femme, tu devrais être plus tolérante, a-t-elle continué. Michael a parfois chaud au cœur. Mais ce n'est pas une mauvaise personne. En faisant cela, tu l'embarrasses. En entendant cela, j'ai ressenti une douleur familière, le sentiment qui m'accompagnait depuis 7 ans. Je devais toujours penser aux autres pour protéger la réputation de mon mari et de sa famille, en mettant de côté mes propres sentiments. Oui, ma tante, ai-je répondu d'une voix douce mais ferme. Tout ce temps, j'ai beaucoup toléré. Mais maintenant, je veux vivre pour moi-même et mon enfant. Il y a eu un silence à l'autre bout. Puis elle a dit doucement, tu as changé. Oui, ai-je dit. Si je n'avais pas changé, je ne serais plus moi-même. La conversation a pris fin. J'ai posé le téléphone. Mon cœur ne tremblait plus comme avant. Peut-être que lorsqu'une personne ose dire ce qu'elle pense, elle ne dépend plus de l'opinion des autres. Le même jour, Maître Davis m'a convoqué. Quand je suis arrivé, il y avait une nouvelle pile de documents sur son bureau. L'autre partie a soumis des éléments supplémentaires, a-t-elle dit.
Ils prétendent que la plupart des dépenses de la famille provenaient des revenus de Michael et que vous n'étiez que la gestionnaire de l'argent, sans apporter de contribution réelle. Je n'ai pas été surprise. Je savais que Michael choisirait cet argument. Qu'en pensez-vous, ai-je demandé. Maître Davis m'a regardé avec confiance. Nos preuves sont plus solides. Tous les virements que vous avez effectués sont enregistrés. Les dépenses majeures sont également à votre nom. Le plus important, c'est que nous pouvons prouver que la source de ces fonds était vos économies personnelles avant votre mariage. J'ai hoché la tête. Je me préparais à cela depuis longtemps. Je n'avais simplement jamais pensé que je l'utiliserais réellement. Et une chose de plus, a ajouté l'avocate. Il prévoit de demander un test ADN après la naissance du bébé. J'ai légèrement froncé les sourcils. Ils ne doutent pas à 100%, a-t-elle expliqué. C'est leur façon de faire perdre du temps et de vous mettre de la pression. Mais vous n'avez rien à craindre. Si nécessaire, nous passerons par ce processus. J'ai pris une profonde inspiration. Je n'ai pas peur. Maître Davis a eu un léger sourire. Je sais. En quittant le bureau, j'ai marché pendant un long moment avant d'appeler un taxi. Le soir était frais dans ma ville natale. La brise marine apportait l'odeur de la terre humide. J'ai marché lentement, tenant mon ventre, pensant à ce qui allait se passer ensuite. Le procès ne serait pas facile. Il y aurait probablement d'autres mots blessants et des situations inattendues. Mais je savais que j'avais déjà franchi la moitié du chemin. Au dîner, mon père a dit, le premier procès a lieu la semaine prochaine. J'ai hoché la tête. Oui, papa. Maman m'a regardé avec inquiétude, mais n'a rien dit. Elle a juste mis plus de nourriture dans mon assiette. Mange beaucoup, ma chérie. Tu auras besoin de tes forces. J'ai souri. Je vais bien, maman. Mon père a posé sa cuillère. Sa voix était lourde, mais claire, quel que soit le résultat, tu ne dois pas abandonner à mi-chemin. J'ai regardé mon père, sentant sa détermination. J'ai compris qu'il ne parlait pas seulement du procès, mais de ma vie en général. Cette nuit-là, je ne me suis pas endormi tout de suite. Je suis resté assise près de la fenêtre à regarder la rue. Les lumières s'allumaient et le bruit de la circulation commençait à se calmer. Je me suis souvenu de mes premières années en tant que belle-fille. Il y avait des nuits où je restais assise ainsi, à attendre que Michael rentre à la maison, espérant qu'il me comprendrait mieux. Maintenant, je restais assise ici à penser à moi-même, à mon futur enfant et à une nouvelle vie. Le téléphone a vibré. Un message de Michael, le procès a lieu la semaine prochaine. Sois préparé. J'ai regardé le texte et répondu brièvement, je sais. Il n'a pas répondu. J'ai éteint le téléphone et je l'ai posé de côté. Il y a des conversations qui, peu importe leur durée, ne changent rien. Ce qui importe n'est pas de savoir qui a dit quoi, mais qui est resté debout jusqu'à la fin. J'ai appuyé mon dos contre la chaise et j'ai fermé les yeux. Ma poitrine ne se serrait plus sous l'émotion comme avant. Pas de colère, pas de regret, juste une clarté et une paix extrême. Peut-être que c'est ce que l'on ressent quand une personne lâche vraiment prise d'une situation. J'ai posé ma main sur mon ventre et j'ai murmuré doucement, « Maman sera avec toi tout au long du chemin », dehors, le vent soufflait doucement, apportant la fraîcheur de la nuit. J'ai pris une profonde inspiration, je me suis levé et j'ai éteint la lumière. Devant se trouvait un nouveau chemin, et je savais que je ne regarderais pas en arrière. Le matin du premier procès, je me suis réveillé plus tôt que d'habitude. Non pas par nervosité, mais à cause d'un sentiment étrange, comme si je me tenais devant une grande porte que je devais franchir. Je m'en suis assise devant le miroir, arrangeant soigneusement mes cheveux, choisissant une robe ample d'une couleur calme. Maman s'est tenue derrière moi, a regardé un moment et a dit doucement, « Sois juste calme aujourd'hui, ma chérie. Dis simplement ce que tu as réellement traversé. » J'ai hoché la tête. Peut-être que le mot vérité n'avait jamais été aussi important pour moi. Je n'avais pas besoin d'exagérer ou d'expliquer longuement. Il suffisait de tout dire et de laisser le tribunal décider. Mon père m'a conduite au tribunal. Il est resté silencieux pendant la majeure partie du trajet, me rappelant seulement de prendre un petit déjeuner et de préserver mon énergie. J'ai compris que son silence n'était pas un manque d'attention. Il savait simplement que j'avais besoin de calme pour réfléchir. En entrant dans la salle d'audience, j'ai vu Michael déjà assis à sa place.
Il portait un costume sombre, ses cheveux étaient coiffés, mais son visage était fatigué. À côté de lui se trouvaient son avocat et Jessica. Carole était assise à l'arrière, son regard rempli de ressentiment. Je m'en suis assise à ma place à côté de Maître Davis. Elle m'a fait un léger signe de la tête comme pour confirmer que nous étions prêtes. Le procès a commencé conformément au protocole. L'atmosphère est devenue plus sérieuse et tendue au fur et à mesure que le juge commençait à lire les éléments de l'affaire. Chaque question, chaque réponse enregistrée, il n'y avait pas de place pour l'émotion. Tout devait être clair. Quand ce fut notre tour, Maître Davis s'est levé. Sa voix n'était pas forte, mais elle était incroyablement persuasive. Ma cliente, Althea, pendant 7 ans de mariage, a non seulement accompli toutes les tâches ménagères, mais a également utilisé ses fonds personnels pour payer une part importante des dépenses de la famille. Nous avons des preuves concrètes pour chaque paiement. Par conséquent, nous demandons au tribunal de prendre pleinement en considération sa contribution financière dans le partage des biens matrimoniaux. Elle a remis au tribunal des copies des relevés bancaires. Une par une, j'ai regardé ces chiffres sans émotion. J'avais accepté le fait que ce que j'avais autrefois donné de plein gré devait maintenant être examiné avec justice. C'était au tour du côté de Michael. Son avocat s'est levé et a présenté ses objections. Il a parlé pendant longtemps. L'essentiel était que la majorité des revenus de la famille venait de Michael et que j'étais simplement une gestionnaire financière. Selon lui, les dépenses que j'avais effectuées étaient volontaires. J'ai écouté sans interrompre. Je savais qu'au tribunal, chacun a sa propre version. Ce qui importait n'était pas de savoir qui parlait le plus, mais qui avait des preuves. Lorsque le juge m'a interrogé directement, je me suis levé. Ma voix est restée stable. Pendant notre mariage, je n'avais pas de revenus stables parce que j'ai quitté mon emploi pour rejoindre mon mari à New York. Cependant, j'avais des économies personnelles avant notre mariage et une grande partie des dépenses de la famille provenait de là. Je ne nie pas le revenu de mon mari, mais je ne suis pas d'accord pour que tous mes efforts et mes investissements soient dévalorisés. Après mes mots, il y a eu un silence dans la salle. Je n'ai pas regardé Michael, mais je pouvais physiquement sentir son regard. Quand il s'est agi de la question de l'enfant, la tension a augmenté. Le juge a posé des questions sur la pension alimentaire. Michael a hésité un moment puis a dit « Je ne refuse pas la responsabilité, mais je veux obtenir une confirmation claire après la naissance de l'enfant. » J'ai compris où il voulait en venir, tout comme Maître Davis m'en avait averti. J'ai hoché la tête. Je suis d'accord pour suivre toutes les procédures légales. Si nécessaire, je suis prête à subir tous les tests. Cette réponse a remis chacun à sa place. Le procès a duré plus longtemps que prévu. Lorsque le juge a annoncé une suspension d'audience pour une étude plus approfondie des preuves, je me suis senti épuisé. Que ce soit pour être resté constamment debout et assise ou en raison de la tension qui a duré des heures, je ne le savais pas. En quittant la salle d'audience, j'ai marché lentement dans le couloir. Mon père m'attendait. Il m'a regardé et a demandé « Ça va, ma chérie ?» J'ai hoché la tête. « Je vais bien, papa. » Maître Davis, marchant à côté de moi, a murmuré « Vous avez fait tout ce que vous pouviez aujourd'hui. Laissez le tribunal être le juge. » Je l'ai remercié, sentant mon cœur se soulager légèrement. À ce moment-là, Michael est sorti de la salle d'audience. Il s'est arrêté à quelques pas de moi, a hésité, puis s'est approché. « Althea. » Je me suis tourné. « Je veux te parler juste une minute. » J'ai jeté un coup d'œil à mon père. Il a fait un léger signe de la tête. Je me suis écarté, gardant mes distances. Michael m'a regardé, l'expression dans ses yeux n'était plus la même. « Tu n'avais pas besoin d'aller aussi loin. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Et d'après toi, où est la limite ?» Michael est tombé silencieux. Peut-être qu'il ne le savait pas non plus. Il pensait simplement que si j'avais transigé un peu plus, tout aurait été plus facile. J'ai lentement secoué la tête. J'ai transigé pendant 7 ans. Il n'y avait aucune accusation dans cette phrase, seulement un constat de fait. Mais c'est cela qui l'a dépouillé de toute chance d'objecter. Il a soupiré. Je ne savais pas que tu portais autant de choses. Je l'ai regardé et j'ai dit, ce n'est pas que tu ne savais pas. Tu ne voulais simplement pas savoir. Michael a été abasourdi.
La lumière dans ses yeux s'est éteinte. Je savais que ces mots pouvaient le blesser, mais c'était la vérité à laquelle il devait faire face. Je n'ai rien dit de plus. Je suis retourné auprès de mon père et nous avons quitté le palais de justice. Sur le chemin du retour, j'ai à peine parlé. J'ai regardé par la fenêtre les rues. La ville vivait sa vie habituelle, mais je la regardais avec des yeux différents. À la maison, maman a immédiatement demandé comment s'était passé le procès. J'ai tout raconté. Après avoir écouté, elle n'a dit qu'une seule chose, donc, tu as franchi une autre étape? J'ai hoché la tête. Oui, j'avais franchi une autre étape, mais non pas en raison de ma patience comme auparavant, mais en raison de mon propre choix. Cette nuit-là, je suis resté éveillé longtemps, rejouant le procès de la journée dans mon esprit, les choses que j'avais dites et le regard sur le visage de Michael lorsqu'il a entendu mes réponses. Je ne ressentais plus le poids. Au lieu de cela, il y avait un sentiment clair que j'étais sur le bon chemin. J'ai doucement caressé mon ventre rond. Nous pouvons le faire, mon enfant. Le plus dur est passé, ai-je dit doucement. Dehors, le vent caressait doucement les rideaux. J'ai fermé les yeux, laissant mes pensées se calmer. Le chemin à parcourir était encore long, mais je savais que je le parcourais pas à pas sans regarder en arrière. Après le premier procès, la vie n'est pas immédiatement revenue à la normale. Mais ce n'était plus aussi tendu. C'était comme la surface de l'eau après le passage d'une vague. Maintenant, elle commençait à se calmer, même si un fort courant coulait toujours en dessous. Je m'y étais habitué. Chaque semaine, j'appelais Maître Davis pour discuter de l'avancement de l'affaire. Nous préparions soigneusement des documents supplémentaires et des réponses pour l'autre partie. Parfois, je passais des heures avec elle à revoir chaque chiffre en détail sur les relevés bancaires. Je ne me sentais plus fatigué. J'étais trop concentré. Peut-être que lorsqu'une personne sait pourquoi elle se bat, même la fatigue trouve un sens. Un soir, j'ai reçu un message de Michael. Cette fois, il était plus long que d'habitude. Altia, j'ai revu tous les documents. Je comprends que tu as dépensé plus que je ne le pensais, mais tu dois comprendre que je ne peux pas être d'accord avec un partage à 50-50e. Je veux toujours que nous parvenions à un accord pour que cela ne s'éternise pas au tribunal. J'ai lu le message, j'ai posé le téléphone de côté et n'ai pas répondu immédiatement. Je ne réagissais plus impulsivement. Je me suis donné le temps de réfléchir, non pas par doute, mais pour m'assurer que ma décision n'était pas basée sur une émotion soudaine. Cette nuit-là, j'ai parlé du message à mes parents. Maman a soupiré. Ce n'est que maintenant qu'il comprend combien tu as dépensé, mais il ne veut toujours pas prendre ses responsabilités. Papa est resté silencieux un moment puis a dit, ce n'est pas qu'il ne comprend pas. Il calcule juste ce qui lui est le plus favorable. J'ai regardé mon père et j'ai soudainement tout compris. Avant, lorsqu'il y avait un problème, je laissais toujours mes émotions régir. Je pensais que si j'étais gentille, les gens l'apprécieraient. Mais en réalité, cela ne fonctionne pas toujours ainsi. Certaines personnes comprendront, mais d'autres choisiront la voie qui ne profite qu'à elles, même si cela blesse les autres. J'ai pris le téléphone et j'ai répondu à Michael, tu as eu une chance de négocier avant que je ne dépose la plainte. Maintenant, tout est sous le coup de la loi. Je ne change rien. Après avoir envoyé le message, j'ai ressenti un sentiment de paix incroyable. Pas la moindre parcelle de doute. Le lendemain, je suis allé faire un examen régulier. Le médecin a dit que le bébé se développait bien. Tous les indicateurs étaient normaux. En regardant la petite image sur l'écran d'échographie, j'ai souri. Au milieu de tout le chaos, le bébé continuait à grandir chaque jour comme s'il vivait dans son propre monde, ignorant les turbulences extérieures. En quittant la clinique, je suis entré dans un petit café près de la côte. Je m'en suis assise dans mon coin préféré, j'ai commandé une boisson chaude et j'ai ouvert un petit carnet. Depuis mon retour dans ma ville natale, j'avais pris l'habitude de noter mes pensées, non pas pour me souvenir, mais pour mieux me comprendre moi-même. En écrivant, j'ai entendu une voix familière. En levant les yeux, j'ai vu Andrew, mon ancien camarade de classe. Il avait l'air du même homme, grand, mince, avec un visage amical. Seul son regard était devenu plus mûr. Altia, a-t-il salué. J'étais légèrement surprise. Andrew, cela fait si longtemps. Il a tiré une chaise et s'est assis. Après les amabilités d'usage, il m'a regardé et a dit,
j'ai entendu ton histoire. Je n'ai pas été surpris. Ce genre de nouvelles finit toujours par tourner, même si on ne les raconte pas directement. Je vais bien, ai-je dit. Andrew a hoché la tête. Je sais que tu vas bien. Mais tout le monde n'aurait pas pu endurer ce que tu as traversé. J'ai eu un faible sourire. Ce n'est pas une question de force. Je n'avais simplement pas d'autre choix. Il est tombé silencieux puis a dit, à l'époque, quand tu as décidé d'épouser Michael, je pensais que tu souffrirais. Je l'ai regardé, ne ressentant aucun ressentiment, seulement un léger regret. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit alors? Et si tu l'avais fait, t'aurais-je écouté, a répondu Andrew. J'ai ri, sans répondre. Je connaissais déjà la réponse exacte. Nous avons parlé un peu plus longtemps. Andrew n'a pas creusé les détails du divorce. Il a parlé de son travail et de sa décision de revenir s'installer dans notre ville natale. Cette conversation légère m'a fait me sentir plus à l'aise. Alors que nous étions sur le point de partir, Andrew a dit, « Si tu as besoin d'aide, fais-le-moi savoir. » J'ai hoché la tête. Merci, Andrew. Sur le chemin du retour, j'ai pensé à cette rencontre, non pas à cause d'Andrew lui-même, mais à cause de la sensation de voir quelqu'un qui me connaissait avant tout ce cauchemar. À l'époque, j'étais moi-même, non alourdi par les rôles d'épouse, de belle-fille et de personne devant porter tous les problèmes. Quand renifle je suis rentré à la maison, j'ai trouvé ma mère en train de nettoyer le salon. Elle m'a regardé et a demandé, « Pourquoi as-tu l'air si heureuse ?» J'ai souri. Maman a hoché la tête, ne posant pas de questions, mais son regard s'est réchauffé. Il lui suffisait de voir que je me sentais un peu plus légère. Cette nuit-là, j'ai reçu un avis de Maître Davis. La date du prochain procès avait été fixée. Il restait peu de temps, et une décision finale était proche. Je suis resté assise seule dans ma chambre à regarder la lettre. Je n'étais pas aussi nerveuse qu'avant. J'étais prête. Le chemin n'était pas facile, mais comme j'étais arrivé jusqu'ici, je ne m'arrêterai pas. J'ai senti un léger coup de l'intérieur, comme si le bébé attendait aussi ce moment. C'est presque fini, mon enfant, ai-je murmuré. Dehors, la brise marine apportait des sons familiers. J'ai fermé les yeux, laissant mon cœur se calmer. Quelque chose devait se terminer pour faire place à quelque chose de nouveau. Le deuxième procès a eu lieu par un matin nuageux. Le temps frais était apaisant, mais en même temps, il vous rendait vigilant. Je suis arrivé une demi-heure en avance et je m'en suis assise sur un long banc en bois dans le couloir du tribunal. Mes deux mains reposaient sur mon ventre, sentant la vie en moi. Mon père m'avait conduite, mais avait choisi d'attendre à l'extérieur de la grille, allumant répétitivement la même marque de cigarette. Ma mère m'avait donné de nombreuses instructions depuis le début du matin, de la façon de parler correctement à la nécessité de prendre soin de ma santé. Mais alors que je quittais la maison, elle a juste murmuré, « Fais ce que tu penses être juste. » Ces mots résonnaient encore dans mon esprit. Quelques minutes plus tard, Maître Davis s'est approché avec une épaisse pile de documents. « Aujourd'hui pourrait être plus intense que la dernière fois, » a-t-elle dit calmement. « Restez calme. Nous avons toutes les preuves. » J'ai hoché la tête. Je n'étais plus la femme qui attendait silencieusement pendant que les autres parlaient pour elle. En entrant dans la salle d'audience, j'ai vu Michael. Son visage n'était plus aussi composé qu'avant. Il m'a jeté un coup d'œil, son regard s'attardant sur mon ventre un moment avant de détourner rapidement les yeux. À côté de lui se trouvait Jessica, tendue, l'ancienne arrogance remplacée par de la prudence. Le procès a commencé. Cette fois, l'atmosphère était lourde, comme le calme avant la tempête. Dans la première partie, le partage des biens a été discuté à nouveau. L'avocat de Michael a soutenu que ma contribution n'était pas équivalente à mes demandes. Mais Maître Davis n'a pas seulement fourni des chiffres. Elle a étalé chaque poste de dépense, chaque virement et chaque reçu que j'avais conservé pendant 3 ans. J'ai vu comment le visage de Michael a changé à mesure que chaque montant était mentionné, de l'agacement au silence, puis à la honte lorsque Maître Davis a mentionné le montant pour la 3e année d'école de Tony. Peut-être qu'à ce moment-là, il a réalisé que tous mes mots n'étaient pas vains. Après la question des biens, le moment que j'attendais est arrivé. Maître Davis s'est levé. Sa voix était claire, nous demandons au tribunal de porter attention aux agissements de mademoiselle Jessica consistant à solliciter de l'argent de la demanderesse à des fins incohérentes avec ce qui a été déclaré.
Nous fournissons également des preuves supplémentaires qu'elle a utilisé la relation familiale à des fins de gain personnel. La tension dans le tribunal a atteint son paroxysme. Maître Davis a produit un document. Ce sont des captures d'écran d'une conversation par message privé entre mademoiselle Jessica et une amie, qu'elle a laissé connecter sur une tablette partagée au domicile d'Altia. Elle l'a lu à haute et claire voix, le message tranchant et calculé de Jessica, laisse-les payer. C'est une imbécile. Quand son argent sera épuisé, elle partira d'elle-même. Un silence assourdissant a rempli le tribunal. Je n'ai pas regardé Jessica, mais je savais qu'elle était assise là, plus pâle que du papier. Le juge a demandé d'arrêter l'enregistrement et a demandé, « Défendeur, avez-vous quelque chose à dire ?» Après un long silence, Jessica s'est levée d'un bond, la voix tremblante, « Ce n'est pas à moi. » Ces discussions sont modifiées. Maître Davis est resté imperturbable, « Nous sommes préparés à soumettre l'appareil lui-même à une analyse informatique légale si le tribunal l'exige. » Michael s'est tourné vers sa sœur. Son regard était rempli d'une confusion totale. « Jessica, que signifie tout cela ?» a-t-il demandé doucement. Jessica s'est simplement détournée. À ce moment-là, j'ai compris que je n'avais plus besoin de rien dire. La vérité était sortie d'elle-même. Le procès s'est poursuivi, mais je ne ressentais plus la pression. Lorsque le juge a annoncé une suspension d'audience avant de rendre une décision, je suis restée assise, ma main sur mon ventre. Je ne cherchais pas une grande victoire. J'avais juste besoin de justice. Quelques moments plus tard, alors que tout le monde commençait à partir, Michael s'est approché de moi avec hésitation. Il s'est arrêté à une courte distance. « Altia » a-t-il appelé gravement. J'ai levé la tête. Je ne savais pas que c'était comme ça. Je l'ai regardé et j'ai répondu très calmement, « Tu ne savais pas ou tu ne voulais pas savoir ?» Michael est tombé silencieux. Je n'ai rien dit de plus. Pour certaines questions, les réponses n'ont plus d'importance. Je me suis levé et suis allé dans le couloir. Mon père était toujours là. Quand il m'a vu, il a éteint sa cigarette. « Ça va, ma chérie ?» J'ai hoché la tête. « Tout va bien, papa. » Il n'a plus posé de questions, m'a juste tapoté doucement l'épaule. Je m'en suis appuyé contre le mur et j'ai fermé les yeux un moment. Je me sentais plus légère, comme si un grand poids avait été soulevé de mes épaules. Le procès n'était pas terminé. Mais je savais que cette fois, je n'étais pas la perdante. Après une courte suspension, le procès a repris. L'atmosphère avait changé. La tension avait disparu, remplacée par l'anticipation de la décision finale. Je suis retourné à ma place, mon cœur battant régulièrement. J'avais fait tout ce que je devais faire. Le reste ne dépendait plus de moi. Michael était également assis à sa place. Cette fois, il ne regardait que le sol. Jessica était assise en silence, ne cherchant même pas à me regarder. Le juge a frappé du marteau. La dernière partie était les plaidoiries finales. L'avocat de Michael s'est levé, mais sa voix n'était pas aussi assurée qu'avant. Il a seulement demandé au tribunal de la compréhension concernant les obligations financières de son client. Quand ce fut le tour de Maître Davis, elle a brièvement résumé tous les faits, ma contribution, les preuves de dépenses et les messages prouvant l'exploitation de Jessica. Nous ne demandons rien d'autre que la justice, a-t-elle conclu fermement. En entendant ces mots, j'ai ressenti un profond sentiment de soulagement. C'était ça. Tout ce que je cherchais n'était pas la victoire, mais la justice. Le juge a frappé du marteau et a annoncé une suspension pour délibération. Le silence a rempli le tribunal. Je me suis levé et suis allé dans le couloir. Mon père était toujours au même endroit. Il ne fumait plus, fixé juste au loin. Ma chérie, eh bien, attendons le verdict. J'ai hoché la tête, sachant à quel point il était inquiet. Je m'en suis assise sur le long banc. Un moment plus tard, Michael est sorti et s'est approché avec hésitation. « Altia » a-t-il appelé, sa voix plus douce que d'habitude. Je l'ai regardé sans détourner mon regard. « Je suis désolé » a-t-il dit. Cette fois, il n'y avait pas d'excuse. Je l'ai regardé, sentant la sincérité dans ses mots, mais mon cœur ne battait plus la chamade. « Pourquoi » ai-je demandé calmement. Michael a été surpris. « Pour ne pas avoir pris ton parti. » Pour.
J'ai lentement hoché la tête. Oui, tu ne m'as pas cru. Mais tout cela appartient au passé. Il y a eu un silence. Le regard de Michael était rempli de regrets. Le regard de quelqu'un qui ne réalise la valeur de quelque chose qu'après l'avoir perdu. Je veux réparer les choses, a-t-il dit. J'ai souri. Un très faible sourire de quelqu'un qui a tout compris. Certaines choses, Michael, ne peuvent pas être réparées. Il s'est figé, est resté debout une seconde, puis s'est retourné et est parti. Son pas semblait plus lourd qu'avant. Je l'ai regardé s'éloigner sans l'ombre d'un regret. La chose que je pouvais regretter était partie depuis longtemps. Maintenant, je l'avais simplement enfin acceptée. Près d'une heure plus tard, nous avons été rappelés dans la salle d'audience. Le juge a déclaré que l'affaire était soumise à résolution et que nous n'aurions plus qu'à attendre la décision écrite officielle. Je suis resté assise encore un moment, puis je me suis levé. Maître Davis m'a pris la main. Nous avons tout fait. Maintenant, nous attendons. J'ai hoché la tête. En quittant le couloir, j'ai vu mon père. Il n'a rien demandé, m'a juste regardé pendant un long moment puis a hoché la tête. Je savais que pour lui, le plus important était que je me sois battu pour moi-même. En franchissant la grille du palais de justice, je m'en suis arrêté un moment et j'ai levé les yeux vers le ciel. Il était encore nuageux, mais la tempête dans mon âme s'était enfin apaisée. Plusieurs mois plus tard, j'ai été convoqué au bureau de Maître Davis. La décision écrite du tribunal était arrivée. La demande de divorce était officiellement accordée. Notre relation était officiellement terminée. En la lisant, j'ai ressenti un immense sentiment de soulagement. La porte s'était enfin fermée. Concernant les biens, le tribunal a décidé de les partager sur la base des preuves de ma contribution. Quant à l'argent dépensé pour Tony et pris par Jessica, le tribunal a décidé de déduire ce montant de la part de Michael, car il était le conjoint qui avait permis l'utilisation frauduleuse de ma confiance. J'ai imaginé les épaules de Michael s'effondrer lorsqu'il a appris qu'il porterait le poids des actes de sa sœur, et enfin la pension alimentaire pour l'enfant. Le tribunal a ordonné à Michael de la payer intégralement conformément à la loi. Après avoir lu toute la décision, j'ai pleuré de joie. C'est vraiment terminé, a dit Maître Davis avec un sourire. En quittant le bureau de l'avocate, je m'en suis arrêté un moment et j'ai pris une profonde inspiration. La tempête dans mon âme s'était enfin calmée. Le téléphone a vibré. Un message d'Andrew, est-ce terminé? J'ai répondu, oui. Un moment plus tard, il a écrit, alors tu peux commencer ta propre vie. J'ai lu ces mots et j'ai eu un doux sourire. Il avait raison. J'étais libre maintenant. J'ai posé ma hand sur mon ventre et j'ai murmuré, nous recommençons. Mon enfant à l'intérieur, j'ai senti un léger mouvement en réponse. J'ai marché en avant lentement mais sûrement, tout comme l'ensemble du chemin que j'avais parcouru. Après la décision du tribunal, ma vie ne s'est pas soudainement transformée. Mais une chose était claire, je n'étais plus lié au passé. Cette porte était définitivement fermée. J'ai passé les premiers jours à la maison, non pas par tristesse, mais pour organiser mes pensées. Maman continuait ses routines habituelles, cuisinant, nettoyant, et demandant de temps en temps, « Comment te sens-tu maintenant, ma chérie ?» Papa était plus silencieux, mais chaque matin, il me posait fidèlement un verre d'eau chaude. Un soir, alors que nous étions assis sur le porche, maman tricotant un gilet pour bébé m'a demandé doucement, « Te sens-tu plus légère ?» J'ai réfléchi un moment et j'ai hoché la tête. « Beaucoup plus légère, maman. » Maman a soupiré. « Dieu merci. Dans la vie, on n'a pas besoin de grandes choses. Ce qui est important, c'est de vivre sans avoir le cœur lourd. » Une semaine plus tard, j'ai commencé à revenir à une vie active. Les examens du médecin, l'exercice léger, les visites occasionnelles au marché avec maman. Ces choses simples me procuraient la paix que je cherchais depuis longtemps. Michael a appelé quelques fois, mais je n'ai pas répondu. Non pas par colère, mais parce que nous n'avions plus rien à nous dire. Un soir, il a envoyé un message, j'ai transféré l'argent conformément à la décision du tribunal. Si tu as besoin de quoi que ce soit d'autre pour l'enfant, fais-le-moi savoir. J'ai lu le message sans émotion et j'ai répondu brièvement, bien reçu. À partir de ce moment, notre relation s'est limitée à ses obligations envers notre enfant, rien de plus. Au fil du temps, j'ai commencé à penser sérieusement au travail.
Je ne pouvais pas compter sur mes parents pour toujours. J'avais besoin d'indépendance, non seulement pour moi-même, mais pour l'avenir de mon enfant. Je me suis souvenu de mon expérience en comptabilité, mais je ne voulais pas retourner à des chiffres secs et à des horaires rigides. Je voulais faire quelque chose de plus significatif. Un matin, j'ai dit à mes parents, je veux ouvrir une petite entreprise proposant des repas faits maison sur commande et du service traiteur. Maman a été un peu surprise, mais papa n'a posé qu'une seule question, as-tu mûrement réfléchi? J'ai hoché la tête. Pas encore de plan détaillé, mais je veux commencer à rassembler des informations. Je ne veux pas juste rester assise à la maison et attendre. Papa n'a pas émis d'objection, m'a juste rappelé, si tu commences quelque chose, finis-le. Ne le laisse pas à mi-chemin. Les jours suivants, j'ai commencé à rechercher des fournisseurs, à calculer les coûts. J'ai tout fait sans me presser, mais avec certitude. Andrew apparaissait souvent, non pas pour interférer, mais pour soutenir. Parfois, il écrivait simplement pour prendre des nouvelles. Parfois, il envoyait des contacts de fournisseurs de produits biologiques. Un jour, alors que nous regardions un petit espace à louer près du marché, il a demandé, « N'as-tu pas peur ?»« De quoi ?»« D'échouer. » J'ai réfléchi une seconde, bien sûr que j'ai peur. Mais si je n'essaie pas, j'aurai encore plus peur. Andrew a hoché la tête avec compréhension. Dans mon 7e mois de grossesse, mon ventre était assez gros, mais j'essayais encore de gérer les préparatifs pour l'ouverture de mon entreprise. Papa me conduisait faire des allers-retours chaque jour, et maman me rappelait toujours de ne pas me surcharger de travail. Un soir, Michael a rappelé. Cette fois, j'ai répondu. Il a demandé comment j'allais et si j'avais besoin d'aide pour l'entreprise. Cette question arrive trop tard. Je n'en ai pas besoin, ai-je répondu. Il est tombé silencieux, puis a dit, je sais que mes mots ne signifient plus grand-chose, mais je suis vraiment désolé. Je ne me suis pas disputé ni n'ai acquiescé. J'ai juste dit, d'accord. La brève conversation s'est terminée avec Michael me demandant de prendre soin de ma santé. J'ai raccroché. Mon cœur ne palpitait plus. C'était vraiment terminé. Quelques semaines plus tard, mon mini-service traiteur était enfin prêt. Je n'ai pas organisé de grande fête pour l'ouverture. J'ai juste invité la famille et les amis proches. Maman a cuisiné un plat de célébration. Papa a accroché l'enseigne. Et Andrew est venu tôt pour m'aider à tout installer. Ça a l'air super, a-t-il dit avec un sourire. Cette nuit-là, après le départ de tous les invités, je suis resté assis seul dans mon petit établissement. La lumière jaune des lampes éclairait l'espace calme. J'ai posé ma hand sur mon ventre et j'ai murmuré, « Maman l'a fait, mon cœur. » En réponse, j'ai senti un léger coup. Je me sentais si réchauffé. Le chemin à parcourir était encore long, mais je n'avais plus peur parce que je savais que j'avais assez de force pour le parcourir. Les derniers jours de grossesse se sont écoulés paisiblement. L'entreprise développait progressivement son activité, et j'ai réduit mes heures de travail pour me reposer davantage. Un matin, les premières douleurs ont commencé. Maman a rapidement tout préparé, et papa nous a conduites à l'hôpital. Dans la salle d'accouchement, tout en endurant une douleur inimaginable, je me suis forcé à rester forte. Lorsque j'ai entendu le premier cri de mon enfant, des larmes ont coulé sur mes joues. Une fille en bonne santé, a dit le médecin en posant le tout petit bébé sur ma poitrine. Je l'ai regardée, rouge, petite et si parfaite. Toutes les souffrances que j'avais traversées en valaient la peine. Maman pleurait de joie à côté de moi, tu l'as fait, ma chérie. Je l'ai nommée Anna, espérant que sa vie serait toujours remplie de paix et d'harmonie, contrairement à ce que j'avais autrefois traversé. Les jours suivants ont été remplis de la nouvelle routine des soins à Anna. C'était dur, mais chaque fois que je regardais son visage, j'oubliais la fatigue. Maman m'a été d'une aide immense, faisant presque toutes les tâches ménagères pour que je puisse me concentrer sur ma fille. Un mois plus tard, je suis progressivement retourné à mon entreprise, même si ce n'était que pour quelques heures par jour. Andrew me rendait toujours souvent visite, apportant parfois des fruits, parfois juste pour discuter. Un jour, alors que je tenais Anna, il a dit, « Elle te ressemble comme 2 gouttes d'eau. » J'ai souri. J'espère que sa personnalité ne sera pas comme la mienne l'était. Andrew m'a regardé, mais si sa personnalité est comme la tienne maintenant, ce serait merveilleux. J'ai juste souri en réponse.
Le temps a passé. Anna a grandi pour devenir une enfant joyeuse. Un jour, j'ai reçu un message de Jessica. Elle voulait me rencontrer. J'ai hésité mais j'ai finalement accepté. Nous nous sommes rencontrés dans un café. Elle avait l'air complètement différente. Son visage était terne, fatigué et maigre. J'avais tort, a-t-elle dit doucement. Je n'ai ressenti ni fierté ni colère. C'est bien que tu le me comprennes. Je ne demande pas le pardon, a-t-elle continué. Je veux juste le dire pour tourner la page. J'ai hoché la tête. Cela suffit. Elle a été surprise par ma réaction calme. Tu ne me hais pas? J'ai réfléchi une seconde. Avant, oui, mais plus maintenant. Je suis trop occupé par ma propre vie. Jessica m'a regardé pendant un long moment puis a hoché la tête. Tu es plus forte que je ne le pensais. En quittant le café, je me suis senti complètement libre. J'ai récupéré Anna à la crèche. Quand elle m'a vu, elle a ri joyeusement. Je l'ai serrée fort dans mes bras. C'est tout à fait fini, mon enfant. Cette nuit-là, Andrew est venu avec un cadeau pour Anna. Un petit bracelet en argent pour lui porter chance, a-t-il dit. J'ai regardé Andrew, puis Anna, et mon cœur s'est rempli de chaleur. La vie n'est pas toujours facile, mais après avoir traversé la tempête, on apprécie encore plus l'arc-en-ciel. Je ne suis plus la femme d'il y a 7 ans qui ne pouvait que ravaler silencieusement ses griefs dans la cuisine. Je suis l'Altia d'aujourd'hui, capable de me tenir sur mes 2 pieds, de choisir mon propre chemin et de savoir ce que je mérite. À la tombée de la nuit, j'ai bordé Anna et je m'en suis assise près de la fenêtre à regarder les lumières de la ville. J'ai souri. Dans la vie, les pertes sont inévitables. Mais grâce à elles, nous apprenons à tenir plus fort ce qui est vraiment à nous. Et cette fois, je ne lâcherai pas. En réfléchissant à toute cette histoire, j'ai compris quelque chose que tout le monde devrait peut-être apprendre. La patience dirigée vers les mauvaises personnes ne devient qu'une raison pour elles de continuer à vous opprimer. L'ancienne Altia endurait non pas parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle croyait. Elle croyait en la famille, en l'amour, en la loyauté. Mais la vie ne se construit pas sur la foi d'une seule personne. Elle dépend du véritable caractère des personnes à vos côtés. Mon erreur n'était pas d'aimer ou de me sacrifier, mais de faire confiance à des gens qui n'en étaient pas dignes. Mais grâce à cette erreur, j'ai découvert ma vraie valeur. On dit que la gentillesse est récompensée par la gentillesse. Mais parfois, cette gentillesse ne vient qu'après que nous avons traversé la douleur et la perte. Cette grâce n'est pas seulement de la chance. C'est le résultat d'un éveil. En rétrospective, Jessica a payé pour sa cupidité. Michael, lui, n'était pas un méchant complet, mais il lui a manqué le courage de se battre pour la vérité. Et un homme qui ne peut pas protéger sa petite famille finit par la perdre. Et moi, ce que j'ai reçu n'était pas seulement la justice selon la loi. C'était une nouvelle vie. Une vie où je n'ai plus à faire semblant d'être aimé de qui que ce soit. Une vie où je connais ma propre valeur.